À chaque jour, des milliers de personnes prennent des routes souvent dangereuses pour fuir leur pays. C'est le plus grand déplacement de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour ces migrants, mieux vaut risquer la mort sur la route que de l'attendre dans leur pays ravagé par la pauvreté, la violence, les guerres et les catastrophes naturelles. Mais de plus en plus, les pays referment leurs portes, même celles qui permettaient d'accéder aux rêves américains. We are going to build a great border wall. We don't want them in our country. Mais rien n'arrête les migrants. Ce sont vos dirigeants qui encourageaient nos présidents à nous faire souffrir. C'est comme ça qu'on s'est dit non, on va chez vous alors cette fois-ci. They step off the plane as refugees, but they walk out of this terminal as permanent residents of Canada. Canada. Le Canada reste l'un des rares pays encore perçus comme terre d'accueil. Mon rêve est arriver à Canada. Moi aussi, je préfère aller au Canada. Au Canada, en Amérique, c'est là où je vais. Mais pour s'y rendre, des milliers de sans-papiers empruntent une route qui traverse 11 pays du continent américain. À travers jungle, campagne, mer et montagne. Pour ces migrants, atteindre le Canada est devenu un rêve, le Canada Dream. Le rêve canadien. Non, moi je dis la vie meilleure que nous cherchons, c'est ça. Ça fait plus de 6 mois qu'on a commencé à préparer ces voyages. Mon rêve était d'aller dans un pays qui parle français. Je me disais, c'est le Canada. C'est déjà 42 ans que j'aurai. Rosette vient de quitter Sao Paulo, au Brésil. Elle voyage avec son mari Godet, un réfugié politique. À leur demande, nous avons changé leur nom. Comporte tous les migrants qui apparaîtront dans ce reportage. Rosette et Godet ont fui la violence du Congo. Ils voyagent avec leurs filles, Pauline et Marie. Leur trajet, traverser le Brésil et le Pérou jusqu'en Équateur, puis la Colombie, l'Amérique centrale vers le Mexique, les États-Unis et enfin le Canada. Un voyage de plus de 20 000 kilomètres. Avec un peu de chance, ils arriveront à destination en moins de 6 mois. Rosette a tout laissé derrière. Elle n'est équipée que de sa foi et de sa Bible pour affronter la route. Oui, ces versets aussi me fortifient beaucoup. Quand il dit à Josué, tout lieu qui foulera ta plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai donné à Moïse. Donc mon parcours, je sais que tout lieu où que je marcherai, je sais que l'Éternel est avec moi. Je serai toujours vainqueur. Pour Rosette, comme pour des milliers d'autres Africains, Cubains et Haïtiens, Sao Paulo, c'est l'endroit sur le continent américain où les routes empruntées par les migrants convergent. C'est d'ici qu'ils partiront pour faire les longs et pénibles voyages vers le Canada ou les États-Unis. Ils sont arrivés au Brésil alors que le pays s'est préparé à accueillir les Olympiques, la Coupe du monde de soccer et d'autres événements internationaux. La construction d'infrastructures leur permettait de récolter l'argent nécessaire pour reprendre la route. Aujourd'hui, le travail se fait rare. À la maison du migrant de Sao Paulo, on offre non seulement des repas, mais aussi des conseils et des ressources. C'est un oasis qui permet aux migrants de s'arrêter et de prendre une pause pour récupérer ses énergies avant de reprendre la route.
Ce qui est important pour nous, c'est d'offrir un soutien aux migrants qui peut avoir besoin d'aide et d'appui. Nous les aidons à conserver leur autonomie pour qu'ils puissent continuer leur voyage. Rosette était administratrice des finances avant de fuir le Congo. À Sao Paulo, elle nettoyait les toilettes dans son hôtel pour faire des économies. Quand je suis allée là-bas, on m'a donné l'uniforme, on m'a donné les gants, les bottes. Je suis allée à la toilette, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais serrée. J'étais sans compliqué. Un jour, je pouvais travailler comme ça, laver les WC, toucher les saletés. Nossa, fica muito feliz. Ai, meu sonho é ficar lá viajando no Canadá. Ici, qu'il y a les États-Unis et le Canada. Bon, je me prépare avec l'épée que j'ai. Je ne connais pas du tout. Bon, je sais que c'est souffrant, comme elle dit, que ce n'est pas facile. Parce qu'on fait 2 jours à pied. C'est pas quel parcours où on fait 2 jours à pied, c'est pas facile. Ils se posent toujours la question, est-ce que ça vaut la peine de mettre ma vie en danger? Mais quand les conditions de vie ne sont pas dignes, ils cherchent des alternatives. Et risquer leur vie, c'est l'une d'elles. Je décourage les gens. Je décourage. Pourquoi des risques pareils? Pourquoi des risques pareils? La vie est une seule. Et quand vous mourrez, c'est fini. Quand vous mourrez, c'est fini. Nous sommes à São Paulo, précisément au Brésil. Radio Migrante, nous sommes là. Claudine est animatrice à la radio. Elle croit que si les pays ouvraient leurs portes, les migrants ne seraient pas obligés de risquer leur vie. Nous fuyons des guerres. Nous fuyons des tragédies. Nous fuyons des gens qui viennent piller. Vous avez pris nos places. Tout est pris. Il n'y a plus rien, même pas de forêt. Les minéraux sont partis. Nos eaux sont partis. Ouvrez-nous les frontières, nous voulons sortir. Rien ne décourage Rosette. C'est pesant. Malgré les avertissements, elle va partir. Elle croit que sa foi est son meilleur atout pour affronter la route. Avec la prière, elle tente de surmonter sa peur de l'inconnu. Il faut encore du fortifie-toi et prends courage. C'est les mêmes amours à bonité. Oh ben Josué, là où tu fouleras tes pieds, je serai avec toi. Oh mon Dieu, je confie en ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Et c'est que moi je sais. Oh Jésus. Amen. Mais Rosette et Godet ne voyagent pas seuls vers le Canada. 8 autres réfugiés congolais les accompagnent. Mais ils ont peur de montrer leur visage. Sans passeport et sans document de voyage, les groupes devront tout faire pour éviter les contrôles migratoires et les postes frontaliers. Nous avons des informations qui nous viennent d'ailleurs, qui continuent à venir. Il y a des amis qui sont passés par ces chemins, qui nous informent, qui nous envoient des messages par WhatsApp, sur Facebook. Et nous-mêmes, nous débrouillons même sur Google. Je suis déterminé parce que j'ai un rêve avec moi. Ciao, ciao. Ciao, la maison. Nous y allons. Rosette est maintenant prête à faire face à sa destinée. Je m'appelle Rosette, j'ai 41 ans. Je vais au Canada avec mes 2 filles. Quito, capitale de l'Équateur. Depuis plus d'une décennie, cette ville est devenue la plaque tournante de la migration irrégulière vers l'Amérique du Nord. Les migrants et les réfugiés qui passent par ici arrivent d'un peu partout. La majorité d'entre eux poursuivent leur trajet. Sans passeport ni document de voyage, ils ont tout intérêt à se déplacer le plus rapidement possible pour éviter les contrôles migratoires. Rosette ne fait pas exception. Elle passe en coup de vent d'une gare d'autobus à l'autre. Les enfants doivent s'adapter.
Nous serons très rapides, ne pas être distrait pour les enfants, ne pas être aussi distrait pour les discussions. Pas de discussions. D'autres migrants doivent s'arrêter à Quito pour gagner l'argent nécessaire afin de poursuivre leur voyage. Certains finissent par y rester et ils ont redonné vie à des quartiers. Ce quartier s'appelle Comité del Pueblo. Donc c'est le premier quartier quand les Haïtiens rentrent dans le pays. Les Haïtiens aiment ce quartier parce que c'est un quartier très commercial. Et les Haïtiens, ils aiment faire le business. Molière, petit homme, est pasteur. Il dirige l'église de Dieu en réveil. Certains de ses paroissiens attendent le moment propice pour reprendre la route. Une grande partie des Haïtiens sont chrétiens. Ils pensent qu'il y a une force en haut qui les aide à marcher et à faire cette route ou à faire ce chemin. Avec les migrants sont arrivés les passeurs, les coyotes, comme on les appelle dans la région. Ils ne sont pas trop visibles, mais ils sont là. Pour un certain prix, ils aident des migrants sans papier à franchir illégalement les frontières. On les appelle des boîtes. Parfois, on les appelle des poulets. Boîte ou poulet, c'est comme ça qu'on appelle les migrants à la recherche d'un meilleur avenir. José est un de ces passeurs. Il est membre d'un groupe qui accompagne les migrants jusqu'au nord de la Colombie. Les prix, entre 1800 et 2500 $. Il y a plusieurs routes pour éviter les contrôles. Nous savons où elles sont. Nous savons aussi quelles sont les meilleures heures pour se déplacer et par où il faut passer pour ne pas avoir de problème. Ces traversées illégales font en sorte que personne ne sait avec certitude combien de migrants ont transité par Quito. Mais les organismes humanitaires estiment qu'il y en a eu au moins 1200 000 depuis 4 ans. Rosette, sa famille et les groupes de Congolais ont atteint la ville de Tulcán, la zone frontalière de l'Équateur avec la Colombie. C'est pas facile. Mais vous avez quand même l'air contente. Oui, ils sont contents. L'important, c'est que nous avançons, nous atteignons notre objectif, c'est ça. Avant même d'arriver à Tulcán, Rosette avait déjà vécu sa première expérience avec un groupe de passeurs au Pérou. Et nous sommes encore rentrés là aux frontières. Nous sommes tombés dans la personne, des personnes là. Moi, j'avais peur de ces groupes-là parce que je vois que les groupes sont des bandits. Or, c'était les groupes qui devaient nous aider. Rosette, un Africain sans aucun document de voyage, doit avoir à nouveau recours au service des passeurs pour éviter d'attirer l'attention. La frontière entre l'Équateur et la Colombie est poreuse. L'absence de barrage permet aux gens de circuler librement, mais il faut éviter les gestes suspects. Le moment venu, les passeurs passent à l'action. À bord de ces taxis, Rosette et sa famille traversent la frontière clandestinement. Leurs amis les attendent déjà de l'autre côté. Rosette a eu de la chance. Le soir même, les autorités colombiennes ont mis en place un barrage routier pour effectuer des contrôles aléatoires. Il n'y a aucune garantie que le rêve d'un migrant se concrétise. Il peut faire affaire avec des trafiquants, mais il ne peut pas savoir si ce sont des gens honnêtes. Il y a beaucoup de trafiquants malhonnêtes. En faisant affaire avec eux, le migrant signe en quelque sorte son arrêt de mort. Les sans-papiers qui contournent la frontière sans passeur ne sont pas moins à risque. Nous avons retrouvé un migrant haïtien qui avait emprunté un sentier la nuit. Il s'était arrêté pour se reposer et avait placé ses mains sous sa tête, en guise d'oreiller. L'hypothermie l'a tué. Le plus triste, c'est que ses amis ne l'ont pas attendu. Ils avaient peur de se faire prendre. Les migrants qui traversent en Colombie
sont d'origine de plus en plus variées. Las cuales son de procedencia nepalí, India y Bangladesh. Des Érythréens et des Somaliens ont aussi été arrêtés. Whatever is happening, we are ready. Either die, either life, just move. If you are trying to send me back to my country, I better commit suicide to be free. L'augmentation des contrôles a donné naissance à un service de transport haut de gamme pour les sans-papiers plus fortunés. Pour $37 000, les migrants est discrètement menés jusqu'à la frontière américaine. Le passeur Andrés se spécialise dans les transports des migrants chinois. Je suis membre d'un groupe formé de personnes de plusieurs pays. Notre patron habite un autre continent. Chaque groupe est responsable du transport de migrants dans son propre pays. Andrés n'est que l'opérateur colombien. Il travaille sous les ordres de la mafia chinoise. Si un de nos passagers tombe malade, nous devons payer ses frais médicaux. C'est un travail risqué pour nous et pour notre famille, parce que nos patrons nous surveillent. Après 7000 km, Rosette et sa famille arrivent à Medellín. Au terminal d'autobus, une surprise les attend. Arrivé à Medellín, nous avons passé la nuit au terminal Medellín parce que nous étions arrivés la nuit. Il n'y avait pas moyen d'acheter les billets parce que nous n'avons pas de laisser-passer pour acheter les billets. Pour obtenir ce laissez-passer qui permet de séjourner temporairement au pays, Rosette aurait dû se présenter au poste des frontières dès son entrée en Colombie. Mais en s'y présentant, Rosette courait le risque d'être refoulée. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas faire quelque chose. Nous sommes venus ici à l'immigration Almeda le matin et ça a été compliqué parce que nous n'avons pas de passeport. Le gars ne voulait pas nous comprendre, nous n'avons pas de documents. Nous avons supplié, il ne voulait pas. C'est la fin d'un long parcours. Rosette et ses compagnons de voyage apprennent qu'ils seront refoulés. C'est pas facile. Je regrette, mais je n'en peux rien. Si je vois comment est mon pays, la suite de mon pays, c'est pas facile. Mais je n'ai pas de choix. Il faudrait rentrer. C'est trop difficile, tu connais. Mais Rosette insiste. Et en voyant notre caméra, les fonctionnaires finissent par céder. Les laissez-passer en mai, la famille se dirige vers la gare d'autobus. Prochaine étape, le nord de la Colombie. C'est la région bananière du pays, une région de grande force économique. Sur les rives du golfe d'Urabá, Turbo, une petite ville d'environ 200 000 habitants. C'est ici que l'autoroute panaméricaine vers le nord prend fin. Le prochain tronçon de la route se fera par voie maritime. Au-delà, el tapón del Darién, les bouchons du Darien, une jungle inhospitalière qui sépare la Colombie du Panama. Derrière le commerce et la prospérité de Turbo se cache une réalité frappante. La tranquillité et les autorités sont menacées par des groupes criminels transnationaux très puissants. La ubicación geográfica privilegiada en el mundo de esta zona. La position géostratégique de la région favorise le commerce international. Mais elle favorise aussi les activités criminelles, comme le passage de drogue vers le Panama. Le colonel Antonio Dangon combat les criminels dans cette région. Il est très conscient des risques que courent les migrants qui se dirigent vers le Panama. Je pense qu'il faut trouver une façon de rendre ces pays viables. Que le rêve américain soit celui de vivre dans son propre pays, avec sa culture, sa langue et ses coutumes, et avec des opportunités de travail et d'éducation.
C'est dans cette région dangereuse qu'arrive le petit groupe de réfugiés congolais. Rosette et ses amis s'installent dans une petite pension à Turbo. Ils ont appris que la frontière avec le Panama est fermée pour les migrants et que les passeurs ont gonflé leurs prix. C'est que la barque pour passer normal c'est $30, mais comme nous voulons progresser, les gens là qui aident les gens pour progresser demandent $100, $150 par personne et aussi les petits enfants aussi. Mais nous n'avions pas encore accepté. La pension se trouve non loin du port. Les Congolais sont prêts à partir à n'importe quel moment, sauf qu'il faut attendre. Rosette combat l'épuisement. Elle doit faire preuve d'imagination pour nourrir sa famille, tout en s'occupant des enfants. Ils sont très fatigués, mais toutefois nous tentons de les expliquer pour qu'ils comprennent comment est la situation. Mais ils comprennent quand même, la petite fille ne comprend rien. La plus grande joie, si jamais j'arrivais au Canada, je sais que je pensais avoir une belle vie. Une maison avec ma famille, une voiture pour aller laisser les enfants à l'école. Pour éviter l'attente, certains migrants tentent de se glisser parmi les touristes et la population locale. Le pari est risqué. La marine colombienne a intensifié sa présence. Esto es un puesto de control para la seguridad de ustedes. Durante el trayecto han tenido algún inconveniente? Pour éviter les contrôles, d'autres migrants préfèrent placer leur vie entre les mains des passeurs. Tranquilo, amigo, Armada Nacional. Les naufrages sont fréquents à bord de ces embarcations souvent mal entretenues. Ay, cuidado, se hundir. Une mort certaine pour ceux qui n'ont pas la chance d'être rescapés. Au cimetière local, les tombes de migrants non identifiés témoignent de cette réalité. Comme catholique, je fais une prière pour que Dieu pardonne leurs péchés. Après tout, ils sont humains. La route des migrants, c'est ça aussi. L'anonymat, même après la mort. Ils risquent leur vie pour un sentier. Ils s'efforcent à le traverser. Parfois, ils se noient ou quelqu'un les tue. Finalement, plusieurs se retrouvent ici, seuls dans le cimetière, sans que personne pleure leur mort. La famille qui est loin croit qu'ils sont arrivés à destination. Et voilà qu'ils sont ici. Très peu de ces histoires d'horreur ont un nom. Edelvis Martinez Aguilar et un compagnon de voyage ont payé très cher les rêves d'atteindre le nord. Está más alto las matas. Eso. Jason Rojas est journaliste. Il suit avec intérêt les histoires des migrants. C'est ici où on a retrouvé les cadavres des Cubains. Ils sont partis la nuit. Quand ils étaient proches du marais, le capitaine du bateau a fait un détour. Les Cubains ne s'attendaient pas à ça. Les passeurs ont alors sorti un pistolet, une machette et un couteau, et ils leur ont dit « on va vous voler ». On a retrouvé les corps ici, flottant dans le marais. Edelvis a été violé à plusieurs reprises. Il a été égorgé, son corps brutalement découpé au couteau. L'incident a changé la donne pour les trafiquants de migrants. Les assassins ont été arrêtés et seront accusés de meurtre. Les migrants ont peur quand ils arrivent dans la région. Ils demandent s'ils vont être en sécurité, si quelque chose peut leur arriver. Ils ont peur de vivre la même chose que ces Cubains. C'est dans ce contexte que Rosette, sa famille et leurs amis congolais prennent les larges, quelque part sur la côte, à l'abri des autorités. Nous partons donc à leur recherche. La navigation sur la mer des Caraïbes peut être périlleuse. Les embarcations sont souvent mal entretenues et les pannes sont fréquentes. C'est dans les villages de Capurganá que nous finissons par rejoindre Rosette et son groupe. Eux qui ne savent pas nager se remettaient encore de leur
aux petits navires dans l'océan. Il y a beaucoup de vagues, des mouvements. C'était vraiment risquant. Je suis encore tremblante. L'attitude que j'avais dans l'eau, dans les navires, je tremble. Aujourd'hui, je n'ai plus rien dans ma vie parce que je voyage comme ça, les habits mouillés, je n'ai rien. Mais je sais que Dieu va encore me retourner tout ce que je perds. Plusieurs considèrent Capurganá comme un paradis sur Terre. Situé sur les rives de la mer des Caraïbes, ce village est entouré par la jungle. C'est une région pluvieuse collée à la frontière avec le Panama. Oui, nous sommes déjà arrivés ici. On continue le chemin. Les montagnes, on y montera. Nous allons demander la force de l'Éternel qui nous aide. Afin de poursuivre les routes vers le nord, les migrants doivent traverser la jungle du Darien. Le Panama a augmenté ses contrôles dans le but de refouler les migrants. Rosette et son groupe viennent grossir les rangs de centaines de migrants qui sont bloqués ici, à Capurganá. Ils arrivent avec des enfants et des femmes enceintes. Selon Edgar Mejia, ils sont plus de 350 migrants dans le village, presque 10% de la population. Notre principale préoccupation, c'est la santé des villageois et celle des migrants. Nous sommes 4500 personnes en tout. Nous n'avons qu'un médecin et 2 infirmières. Ça ne suffit pas. On devrait avoir 3 ou 4 médecins. Nous ne les avons pas. Ils ne devraient pas passer par ici. Ça me brise le cœur de dire ça. Ce sont des êtres humains à la recherche d'une vie meilleure. Difficile pour les migrants de se dissimuler dans son si petit village. Plusieurs sont avares de paroles, comme ce n'est pas les retrouver sur les bords de la mer. Ils n'attendent qu'une seule chose, reprendre la route. Rosette s'accroche à l'espoir que le Panama ouvre bientôt sa frontière. D'autres, comme Nicolas, un migrant haïtien, ont décidé de tenter leur chance. Après avoir embauché un passeur et parcouru les dangereux sentiers qui sillonnent la jungle, Nicolas et sa famille, de 3 enfants, ont été refoulés. Je fais 3 jours, 3 ou 4 jours, marcher dans les forêts et 3 nuits, on peut dormir dans les forêts. Et il m'a dit que les frontières étaient fermées. La police m'a retourné jusqu'ici, à Capurganá. Je vais payer au prix de $100 juste pour marcher dans les forêts, pour arriver. C'est mon argent perdu aussi. Perdu mon argent. En attendant que ces contrôles relâchent, Nicolas décharge des bateaux pour nourrir sa famille. Je vais chercher quelque chose pour maintenir ma famille. Je vais acheter du riz, des poissons, juste pour mon enfant, on avait mangé. Et j'espère ici, juste pour solutionner jusqu'à ouvrir les frontières. Je vais continuer mon route jusqu'à arriver au Canada aussi. Je ne traverserai pas cette jungle avec des enfants. C'est trop dur. Un adulte sait ce qu'il veut, mais pas un enfant. Tu n'as pas le droit d'emmener tes enfants vers la mort. Parce que c'est un chemin meurtrier. Adriano connaît bien les conditions dans la jungle. Il vient d'être refoulé pour la 4e fois. La nourriture, c'est ça qui est vital. De l'eau, tu en trouves partout. Tu traverses le fleuve 100 fois. La nourriture, c'est de l'or sur la route. Les vêtements, les ustensiles, ça vaut rien. C'est la nourriture qui est importante. Sur la montagne, tu dois tout jeter, sauf la nourriture. C'est elle qui te sauve la vie. Adriano est au cybercafé pour dire à ses parents qu'il est toujours vivant. Pour reprendre la route, il doit leur demander de l'argent pour payer à nouveau les passeurs.
une logique qui dérange même les villageois. Même si la frontière est fermée, les passeurs les amènent et les militaires les ramènent à Capurganá. Ces histoires finissent par décourager Rosette. L'attente se prolonge et l'argent commence à manquer. Mais la vie est trop chère ici, on va retourner à Tours. En attendant, quand on va ouvrir les frontières, nous allons continuer notre chemin. Et aussi pour le peu d'argent que nous sommes restés avec, que nous avions gardé pour continuer le chemin, pour ne pas aussi les gaspiller. Parce que quand on paye l'hôtel, on ne fait rien, on fait que manger ça, on n'avance pas. Mais pour moi, je voulais qu'on avance, qu'on est en avant. Mais malheureusement, comme le fauteuil est fermé, on ne peut rien. Nous allons attendre. C'est une déception pour moi. Rosette n'abandonne pas pour autant. Ce recul n'est que temporaire. Je ne veux pas abandonner, mon idée est d'arriver jusqu'au bout, à mon objectif. Et même après 1-2 mois, j'y arriverai toujours. J'ai l'espoir, j'ai la foi. Rosette est aussi inquiète. Elle a appris que le chemin qui traverse la jungle est surnommé la route de la mort. Dans la jungle, ils vivent de mauvais moments. Les montées et descentes sont difficiles. Plusieurs meurent sur le chemin d'un infarctus, de blessures ou de morsures. Même les militaires trouvent les conditions dans la jungle difficiles et souffrent parfois des maladies graves. Si cela arrive à nos soldats qui sont bien entraînés et qui ont un bon support médical, imaginez-vous ce qui arrive à ces migrants qui sont physiquement affaiblis quand ils marchent dans cette jungle sous une température à laquelle ils ne sont pas habitués et sur des sentiers qu'ils ne connaissent pas et qui sont très difficiles à parcourir. Pour découvrir ce qui attend Rosette lorsqu'elle reprendra son chemin vers le Canada, nous avons décidé de nous aventurer sur l'un des nombreux sentiers de la jungle du Darien. Les guides touristiques, Wilberto et les passeurs, Hector, nous accompagneront. Ce dernier a exigé l'anonymat. Je suis un paysan et un muletier qui travaille sur la montagne. Les migrants passaient et je les retrouvais souvent perdus dans la jungle. J'ai commencé par les aider à se rendre au sommet de la montagne. Et maintenant, je le fais à plein temps. Les migrants partent au beau milieu de la nuit. C'est le meilleur moment pour déjouer les autorités. Pour assurer notre sécurité, il a fallu obtenir la permission du clan du Golfe, la mafia locale qui contrôle ces territoires. La traversée de la jungle peut prendre de 3 à 6 jours, ou plus encore. Tout dépend des conditions des sentiers et des passeurs. Si on marche à un bon rythme, on va arriver à la frontière dans 8 heures. Là, il y a un endroit pour dormir où normalement les gens campent. Sans passeur, impossible de savoir comment ni par où se diriger. À ta gauche, là. Ici, c'est trop profond, de l'autre côté. C'est un saut dans l'inconnu. La vie du groupe est entre les mains de notre guide et du passeur. On vient de franchir la première étape. Souvent, les migrants sont très fatigués et on s'arrête une demi-heure avant de continuer. Il faut que les migrants montent encore 3 étapes de plus pour atteindre le sommet de la montagne. Plus la journée avance, plus la chaleur et l'humidité sont insupportables. Le long des sentiers, des vêtements abandonnés et des restes d'emballage laissés par les migrants. Si les gens ne se sentent pas bien, il faut les attendre. Il y a des guides qui imposent un rythme effréné aux migrants. Ils sont irresponsables.
Les passeurs doivent être sur le qui-vive pour les animaux sauvages qui pourraient surprendre les migrants. Et les scorpions venimeux et les serpents qui se cachent le long des sentiers. La frontière avec le Panama est encore loin. Si une personne souffre trop, il faut y aller doucement. Se reposer chaque 10 minutes et s'asseoir avec eux. Si on ne le fait pas, des gens peuvent mourir à cause de l'effort. Les morts restent sur la route. Ce sont les paysans qui enterrent les cadavres le long des sentiers. Progressivement, les degrés de difficulté augmentent. Les pentes deviennent de plus en plus inclinées. La pluie des derniers jours rend leurs ascensions difficiles. Les migrants qui atteignent la frontière du Panama, sains et saufs, sans se faire prendre par des patrouilles, sont soulagés. Ils ont survécu à la section la plus dangereuse de la jungle. Bueno, mi gente, aquí llegando a la Loma de la Muerte. Des passeurs colombiens ont pris ces images. Elles servent de preuve que les migrants ont été livrés, vivants, aux passeurs panaméens. Les clans du Golfe, les narcotrafiquants qui contrôlent la région, exigent ces preuves depuis la mort brutale de la jeune cubaine à Turbo. El respeto mutuo, sí, y a veces se fijan condiciones si se tratan de... Ces groupes armés fixent parfois des conditions, et il s'agit de ne pas dépasser les limites, même s'il y a toujours une marge de manœuvre. Parfois, ils décident des routes et des sentiers que les passeurs doivent utiliser, et cela se respecte. Comme ça, tout le monde travaille. Wilberto, notre guide, connaît bien l'équilibre délicat qui conserve la paix dans ces territoires. Après tout, la pauvreté dans la région et l'arrivée massive des migrants ont fait en sorte que n'importe qui puisse improviser passeur. Parfois, des enfants de 12, 13 et 15 ans ont guidé des groupes de 10 ou 15 migrants. D'autres personnes gagnent un peu d'argent en aidant les migrants qui sont trop fatigués à porter leurs valises. De retour à Capurganá, nous nous préparons à partir à nouveau. Un groupe de migrants africains traverse péniblement la jungle. Nous voulons les rattraper de l'autre côté de la frontière. Nous contournons la jungle via la mer des Caraïbes. Cette route est plus dispendieuse et peu utilisée par les migrants. Les contrôles migratoires se font à Obaldia, au Panama. Les rues de ces petits villages sont désertes. La fermeture de la frontière a limité les flots de migrants. L'an dernier, l'arrivée massive des migrants avait déclenché une urgence sanitaire. Parsemés le long du littoral, des îles habitées par des membres du peuple Kuna. Leurs villages sont proches des sites touristiques du Panama. Ces autochtones ont plusieurs fois sauvé la vie des migrants qui se sont égarés. C'est aussi par ici que la mafia chinoise fait passer ses clients qui payent les gros prix. Après des heures de navigation, nous atteignons la côte du Panama. Peu après l'arrivée, il faut se soumettre au contrôle routier. Toujours aucun signe du groupe des migrants africains. Nous poursuivons notre chemin vers le nord. Paso Canoas, une ville frontière partagée par le Panama et le Costa Rica. C'est une zone commerciale qui attire des gens des deux pays. C'est aussi la porte d'entrée des migrants en route vers l'Amérique du Nord. Tout un réseau de chemins de campagne permet aux passeurs de contourner les contrôles routiers. Mais depuis que le gouvernement costaricain offre aux migrants de laisser passer pour circuler librement,
ces routes sont peu utilisées. Au Costa Rica, les passeurs comme Carlos sont au chômage. On peut dire que les affaires sont mortes. Un migrant avec un laissez-passer préfère traverser le pays en autobus que payer pour un service 3 fois plus cher. Le pays a aussi ouvert des camps pour offrir un oasis aux réfugiés, comme celui-ci, à l'extérieur de Paso Canoas. Dans ce centre, on leur donne de la nourriture, on s'occupe des malades et on offre des soins psychologiques pour les aider à surmonter les traumatismes qu'ils auraient pu vivre dans la jungle. On doit être toujours prêt pour savoir s'il y a des personnes qui arrivent dans une mauvaise condition. La situation, pas uniquement physique, mais mentalement, ça c'est très stressant. Être arrêté dans une forêt, sans rien manger, sans rien voir, plus que de l'eau de la rivière, et sans connaître quel est ton futur. Yolanda Sarabia est officiellement traductrice, mais elle est beaucoup plus que cela. Parfois, il m'appelle maman ou maman, mais il me dit, tu me vois maintenant comme ça, mais vraiment, je suis sale, mes vêtements sont sales, il y a des jours que je ne peux pas changer mes vêtements. Mais je ne suis pas comme ça, maman. Si tu me vois, je peux, après prendre une douche, avoir des vêtements nouveaux, c'est différent, maman. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je sais. C'est au camp du nord du Costa Rica que nous trouvons des membres du groupe d'Africains qui ont traversé la jungle de peine et de misère. 15 jours. 15 jours dans les forêts. Il y a les gens morts. Il y a les autres familles qui viennent, tu vois, papa mort. On est resté avec les mamans, avec les enfants. Moi, j'ai vu une autre fille, une fille de 35 ans mort devant moi. Nous étions ensemble. Si je savais que ça a été comme ça, je ne pouvais pas venir. J'ai souffert. Mais on est arrivé déjà ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut continuer. Un homme d'Érythrée criait aux autres de l'abandonner. Il n'arrivait pas à continuer. Il avait décidé de se laisser mourir. Je crois qu'il est mort. Je ne conseillerais pas cette jungle à mon pire ennemi. C'est très dangereux. Des journées éprouvantes pour ceux qui s'occupent de ces migrants. Leurs histoires les démarquent indélébiles. Anteriormente nos comentaban que, por ejemplo, 3 personas de nacionalidad. Ils nous ont raconté comment 3 personnes d'origine indienne qui étaient dans la jungle du Darien se sont fait attaquer par des gens de la mafia qui les ont poignardés. C'est très difficile pour nous au niveau émotionnel parce qu'ils racontent ça avec beaucoup de sentiments dans leur cœur. Il faut se mettre à leur place. C'est très triste de les entendre raconter leurs histoires et de savoir que plusieurs de leurs amis n'arrivent jamais jusqu'ici. Il dit que même les forêts, c'est mieux que retourner à la guerre. Alors, je ne sais pas si jamais je pourrais... Non, je ne vais pas même. Je ne vais pas être habituée à écouter cette histoire. Chaque fois que j'écoute je deviens fâchée avec le monde, fâchée avec la guerre. Mais je veux que ça continue comme ça. Je ne veux pas normaliser ça. Aline est au Costa Rica depuis presque 3 mois. Elle voyage avec ses enfants et n'arrive pas à continuer la route. Son regard dévoile bien ses sentiments, parfois contradictoires, qui l'accompagnent. Le courage, la peur, la douleur et la foi. On est bloqué, mais on a l'espoir. Il ne faut jamais désespérer. On garde l'espoir que ça va aller. Un jour, ça ira. On quittera ici. Personne ne restera ici éternellement. Une partie de son cœur est restée à tout jamais dans la jungle où elle a laissé sa sœur. Elle est morte. Elle s'est noyée dans la rivière. Il n'y avait personne pour nous aider. S'il y
avait quelqu'un, il pouvait bien la rattraper. Nous, on ne sait pas nager. Et puis, il y a des gros rochers dans la rivière là-bas. On ne sait pas nager, on ne savait pas la rattraper. Et elle est partie comme ça, à 35 ans. Aline a pris sous son aile les enfants de sa sœur. Quand on pense à elle, ça nous donne, ça nous renforce. On s'est dit, on fait ça pour elle, en sa mémoire. Si elle était là, elle nous encourageait. Aline est une leader naturelle qui a dû fuir son pays. Le Congo restait gravé dans ses pensées et dans ses rêves. Si on va au Canada, ce n'est pas par plaisir. On aimerait bien rester chez nous. Chez nous, on est mieux. Mais on se dit un jour, peut-être on rentrera chez nous, dans notre pays. Puis travailler, sensibiliser nos frères qui sont restés là-bas au pays. Comme la grande majorité des Africains qui séjournent dans ces camps, Aline croit que le Canada et son Premier ministre devraient en faire plus pour qu'ils ne soient pas obligés d'abandonner leur pays. J'aimerais qu'ils commencent déjà à sanctionner le président sanguinaire de l'Afrique. Il ne faut pas les encourager. Il faut commencer à le sanctionner, tout simplement. Mais les conditions en Afrique ne vont pas changer de mai. Aline et les autres migrants essayent de traverser la frontière avec le Nicaragua et continuer vers le nord. Mais ce n'est pas facile. On nous dit, bon, voilà, on peut vous aider, mais il y a des gens, des passeurs. On arrive ici, j'ai tenté Nicaragua 2 fois déjà. Donner de l'argent, on donne $300, $300, $300. Les passeurs sont à nouveau protagonistes. Il nous a abandonnés là, il est parti. Et puis, l'autre de devant disparaît, l'autre de derrière disparaît. On se retrouve au milieu. Le Nicaragua est devenu une étape difficile à franchir. L'argent qui commence à manquer rend la tâche encore plus complexe. Les familles en Afrique n'ont plus les moyens de les supporter. Les rêves canadiens se transforment parfois en cauchemars. Quant à Rosette, elle a repris la route et se rapproche de son but. Mais sans argent, cette migrante congolaise ne sait pas si elle pourra se rendre jusqu'au Canada. Ces images ont été tournées à l'aide des caméras cachées. Nous sommes à Peñas Blancas, l'une des portes d'entrée du Nicaragua. Ici, les journalistes qui s'intéressent à la question des migrants ne sont pas bienvenus. La raison, le pays a déclaré la guerre aux migrants. Les autorités considèrent les sans-papiers comme une menace à la sécurité nationale. Ils ont déployé les forces de l'ordre pour protéger les pays. En 2017, plus de 5000 migrants ont été arrêtés. Personne n'est à l'abri, même pas les citoyens du pays. Je ne suis pas une trafiquante. Le procureur m'a accusée de trafic international de migrants. Je l'ai accompagnée comme l'aurait fait une mère. Mais je ne l'ai jamais aidée à traverser la frontière. Nilamar Aleman Mora habite le village de San Juan del Sur. Un jour, Francesca, une migrante haïtienne, se présente chez elle avec sa petite fille Noémie, fiévreuse. La mère m'a demandé si je pouvais sauver sa fille. L'enfant était en très mauvaise condition. Elle était recouverte de piqûres d'insectes. Après avoir aidé la migrante, Nilamar se retrouve en état d'arrestation. Accusée de trafic humain, elle passe 46 jours en prison en attendant son procès. J'ai été condamnée. Le procureur a exigé 10 ans, mais le juge l'a réduit à 5 ans. Les habitants du village de San Juan del Sur ont manifesté pendant des jours jusqu'à ce que les juges accordent à Nilamar une libération conditionnelle. À son retour, près de 3000 personnes s'étaient rassemblées pour l'accueillir. Francesca et Noémie ont été déportés vers le Costa Rica.
À l'aide d'un passeur, ils ont repris le chemin et ont contourné le Nicaragua en bateau jusqu'au Honduras. C'est la route empruntée par Rosette et sa famille. Après un arrêt de 2 mois, Rosette et Godet ont repris la route et ont affronté la jungle du Darien. Nous avons passé 7 jours dans les jungles. 7 jours dans les jungles. Vous allez marcher 6 jours, 7 jours à pied, comme ça, matin jusqu'au soir. S'il n'y a pas la nourriture, vous mourrez de faim. Je n'avais pas pensé à ça. C'est un voyage de risque parce que même les montagnes là, il y a des pierres qui sont glissantes. Donc il y a les montées comme ça et les descendre comme ça. Et en bas, c'est la rivière. Donc quand vous glissez directement, si vous battez la tête, que moi je ne peux pas conseiller des gens pour venir. En sortant de la jungle, ils ont fait la route jusqu'au Costa Rica. C'est Godet, le mari de Rosette, qui a documenté la suite du voyage. C'est la route. Après avoir contourné le Nicaragua, la famille a traversé le Honduras. Ils ont ensuite franchi la frontière au Guatemala. Ici, c'est à Honduras, frontière Guatemala. Puis, ils ont continué leur chemin vers le Mexique. Arrivés à la frontière, ils ont traversé la rivière Suchiati en radeau. Nós estamos agora no México. Tijuana, une ville de 2 millions d'habitants, située face à San Diego, en Californie. Des millions de migrants ont transité par cette région frontalière à la poursuite de leurs rêves. Une frontière non seulement protégée par un mur, mais aussi par des patrouilles américaines qui font le va-et-vient à longueur de journée. 4 mois après avoir quitté Sao Paulo au Brésil, Rosette et sa famille arrivent à Tijuana. La maison des migrants au sud du Mexique leur a donné de nouveaux vêtements pour remplacer ce qu'ils portaient depuis le début de ces voyages. Nous sommes arrivés ici à Tijuana. Nous ne voulons pas aller à l'hôtel parce qu'il faut économiser. Le peu qui nous reste en main, nous ne savons pas comment serait la suite pour le Canada. Après avoir payé les passeports et les transports, l'argent commence à manquer. Ils doivent faire des économies. La famille s'installe à la maison des migrants de Tijuana. On a bien accueilli, on va donner la nourriture le soir, on a donné. Là, on devrait prendre le bain et la chambre pour passer la nuit. Le lendemain, la famille se lève tôt. La curiosité est trop forte. Ils se rendent à la frontière pour voir ce mur qui sépare les États-Unis du Mexique. Ce mur qui les sépare de leurs rêves. Le couple profite aussi du moment pour distraire leurs enfants, Pauline et Marie, et s'offrir un instant d'insouciance. Il y a un sentiment de rejet ici à la frontière, un message de haine et d'exclusion. Jill Mary Hanslin est professeure d'université à Tijuana et à San Diego. Elle s'intéresse aux migrants qui choisissent de sauter les murs. Depuis 10 ans, cette femme travaille avec des étudiants et des groupes sociaux pour documenter les passages des migrants. Ces documents sont fascinants. Ceux que je recueille appartiennent à des migrants qui sont venus de l'Inde. Quand ils traversent la frontière, ils n'ont plus besoin de ces papiers. Alors ils traversent et ils peuvent dire qu'ils n'ont pas de papiers. Je n'ai rien avec moi. Rosette et Godet veulent à tout prix éviter les postes frontaliers américains, de peur d'être déportés. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un passeur, qui peuvent coûter jusqu'à 13 000 $. Mais Rosette ne perd pas espoir. Avec Godet, elle a décidé de bientôt partir pour Nuevo Laredo et traverser la frontière au Texas. À cet endroit, il n'y a pas de mur. Il faut se battre dans la vie. Il faut faire tous les moyens possibles pour s'en sortir, c'est ça même. J'ai déjà oublié tous les parcours, toutes les souffrances, je les ai déjà oubliées. Je vois maintenant les positivités, ce que Dieu m'a réservé.
Rosette n'a pas regretté son choix. La famille a réussi à traverser la frontière illégalement à Laredo, au Texas, sain et sauf. Je fais la nourriture que nous allons manger en route. Après avoir été placés en état d'arrestation, ils ont été relâchés. Après plus de 4 mois sur la route, la fatigue s'accumule. Je ne connais plus les jours et la date. Le trajet en autobus est long, mais l'arrivée au Canada est presque palpable. J'ai dit que je sois la bienvenue là-bas au pays. Je vais travailler comme toute personne qui travaille, qui cherche sa vie. Je vais aussi étudier, je vais m'organiser. C'est parce que c'est là que je vais rester pendant tout le long de ma vie. La prochaine étape, Plattsburgh, dans l'État de New York. Dès là, ils pourront prendre un taxi jusqu'à la frontière canadienne. Mais la famille n'a plus d'argent. Rosette devra mettre son rêve canadien en suspens. C'est sur la route vers Plattsburgh que nous avons rencontré Adam, un jeune Nigérien en route vers le Canada. I'm afraid. So I didn't know what will happen. They should allow me to enter. Adam est arrivé à New York, en avion, muni d'un visa étudiant. Avant de quitter le Nigeria, il avait la ferme intention de se rendre au Québec. Il a même commencé à apprendre quelques mots de français. Comment ça va bien, merci. Je m'appelle, j'habite, bonjour, bonsoir. I think that's all I know. I don't know much. Arrivé à Plattsburgh, Adam est accosté par un chauffeur de taxi. You got over the border, right? Yeah, no problem. How much is it? Huh? How much is it? It's 75. Le chauffeur prend une route de campagne qui s'arrête à la frontière. C'est ici que Adam traverse illégalement au Canada. We're the police, we're not immigration. If you cross here, you're under arrest. You understand? La route des migrants est en elle-même un personnage à part entière, bien vivante et en constante évolution. Elle réagit aux événements, à l'environnement et aux personnes qui la fréquentent. Difficile de calculer la quantité de migrants sans papier qui ont traversé le continent américain jusqu'au Canada, puisqu'ils évitent les contrôles. Après avoir voyagé plus de 20 000 km, Rosette tente toujours d'arriver au Canada. Mais une question hante son esprit sans relâche. Une fois arrivée à destination, sera-t-elle acceptée ou refoulée à la frontière?